Un adolescent sans domicile avait reçu des balles qui ne lui étaient pas destinées, protégeant l'épouse et la fille d'un chef de motard. Cet acte a uni un millier de bikers rivaux dans une démonstration de respect inédite devant l'hôpital. Comment une personne démunie de tout peut-elle risquer sa vie pour des inconnus? Et de quelle manière ce geste de bravoure a-t-il fait d'un fugueur un membre à part entière d'une nouvelle famille? Le crépuscule s'installait sur un village de Normandie, drapant le ciel de teintes pourpre et dorées qui se reflétaient sur les pommiers en fleurs. Une brise fraîche annonçant la nuit s'insinuait, porteuse de l'odeur de l'herbe coupée et de l'iode lointain. Léo tira plus étroitement sur les pans de sa veste usée, un rempart dérisoire contre le froid. Il recompta sa maigre fortune. 3,42 €. Insuffisant pour un repas chaud, tout juste de quoi s'offrir un paquet de chips à la station-service. Son estomac se tordit de crampes, lui rappelant cruellement son jeûne forcé de la veille. À 16 ans, Léo vivait dans la rue depuis 23 jours. Il notait méticuleusement chaque journée passée dans un petit carnet usé. Chaque lever de soleil était marqué d'un trait, une nouvelle entaille symbolisant son éloignement de son foyer. Foyer était un bien grand mot pour décrire le lieu qu'il avait quitté. La maison de son oncle Jean, un homme dont l'alcoolisme transformait la colère en violence physique. Léo effleura le bleu violacé qui s'effaçait lentement sur sa pommette. Le dernier souvenir de son oncle. Le grondement sourd de moteur puissant emplit l'air alors que Léo longeait le bistrot chez Pierre. Une bouffée d'arômes de frites croustillantes et de plats du jour en sauce s'échappa de l'établissement, provoquant chez lui une violente fringale. Le parking était un enchevêtrement de machines rutilantes, les chromes polis miroitant sous les dernières lueurs du jour. Des hommes vêtus de gilets en cuir ornés d'écussons discutaient et riaient en petits groupes. Léo accéléra le pas, essayant de se faire le plus discret possible. Une des premières leçons de la rue, l'invisibilité est une armure. Et, le jeune. Une voix de stentor le cloua sur place. Léo hésita, le réflexe de la fuite luttant contre la surprise. Un colosse à la barbe fournie, vêtu du même gilet de cuir, se dirigea vers lui. En s'approchant, Léo remarqua que son regard était empreint d'une certaine douceur, une lueur qui contrastait avec son apparence bourrue. Sur son gilet, on pouvait lire « Les loups d'acier MC » et en dessous « Vice-président ». « Tu as l'air affamé », constata l'homme. « Moi, c'est Stéphane. Viens manger quelque chose. » L'instinct de survie de Léo lui hurlait de refuser. On n'accepte rien des inconnus. Mais la faim était un tyran plus puissant que la méfiance. « Léo » murmura-t-il, emboîtant le pas de Stéphane. L'intérieur du bistrot chez Pierre était un cocon de chaleur et de convivialité. L'air y était saturé d'odeurs de cuisine et de bière. Une chanson de variété française s'échappait d'enceintes grésillantes. Le lieu était rempli de motards, leurs conversations animées créant un joyeux brouhaha. Stéphane mena Léo à une table dans un coin, où une femme aux cheveux sombres et une fillette de 7 ans étaient déjà installées. « Sandrine, Chloé, je vous présente Léo » dit Stéphane. « Il se joint à nous pour le dîner. » Le sourire de Sandrine était aussi accueillant que le regard de son mari. « Bienvenue, Léo. »« Un ami de Stéphane est notre ami » dit-elle en se poussant sur la banquette. Chloé, la petite fille, le dévisagea avec une curiosité non dissimulée. « Elles sont toutes abîmées, tes chaussures » fit-elle remarquer. Chloé la tensa gentiment sa mère, mais Léo acquiesça simplement. Oui, c'est vrai. Ses baskets, blanches à l'origine, étaient maintenant recouvertes d'une couche de crasse tenace. La serveuse leur apporta des assiettes généreusement garnies. Léo s'efforça de manger lentement, mais chaque bouchée du plat chaud était une révélation. Il nettoya son assiette jusqu'à la dernière miette, écoutant d'une oreille distraite les conversations de la famille. Pour la première fois depuis longtemps, Léo se sentit enveloppé d'une chaleur humaine, protégé. « Tu dors où en ce moment ?» s'enquit Stéphane à la fin du repas. Léo fixa son assiette, soudainement mal à l'aise. « Par ici » éluda-t-il. Un regard complice passa entre Stéphane et Sandrine. « Il y a un petit hôtel juste à côté » reprit Stéphane. « Ce n'est pas le Ritz, mais les lits sont bons. Je te paie une chambre pour cette nuit. » Léo voulut décliner, par fierté. Mais la perspective d'une nuit dans un vrai lit, loin du froid humide du dessous d'un pont, était une tentation trop forte. La chambre était modeste, mais le lit était un luxe inouï et l'eau de la douche était brûlante. Léo resta longtemps sous le jet, regardant l'eau sale s'écouler,
emportant avec elle des jours de misère. Il lava son unique t-shirt de rechange, puis l'étendit avec soin. Il sortit ensuite de son sac à dos ses possessions les plus précieuses, une édition de poche usée du Grand Maulne, le médaillon en argent de sa mère et son carnet de croquis. Sa mère lui manquait terriblement. Elle était décédée quand il avait 12 ans, le laissant seul face à son oncle. Léo ouvrit son carnet à une nouvelle page. 24e jour loin de Jean. Premier jour d'autre chose. Peut-être. Le lendemain matin, des coups frappés à la porte le firent sursauter. L'adrénaline monta, ses muscles prêts pour la fuite. Mais c'était Stéphane. Pierre, le patron du bistrot, cherche quelqu'un pour un coup de main, expliqua-t-il. Le ménage, les poubelles, ce genre de choses. Payer cash. Ça te dit? Et c'est ainsi que Léo devint l'homme à tout faire du bistrot chez Pierre. Ses journées étaient rythmées par le balai, la plonge et les allers-retours au conteneur. Le salaire que lui versait Pierre suffisait à payer l'hôtel et à se nourrir. Les loups d'acier étaient des habitués, et peu à peu, ils commencèrent à traiter Léo avec une familiarité qui le déconcertait. Chloé lui offrait ses dessins de moto et de loup. Sandrine veillait à ce qu'il ne saute aucun repas et lui trouva une veste plus chaude. Stéphane, quant à lui, l'initia à la mécanique, lui apprenant les secrets pour faire briller les chromes ou changer une bougie. On a tous nos démons, gamin, lui confia Stéphane un soir, en partageant une barquette de frites. L'important, c'est de ne pas les affronter seul. Léo ne parlait jamais de son passé. Mais la forteresse qu'il avait érigée autour de son cœur commençait à se lézarder. C'était la première fois depuis la mort de sa mère que des gens lui témoignaient de l'affection sans contrepartie. Cette bienveillance inattendue le terrifiait et le comblait à la fois. Chaque soir, son sac restait prêt, posé près de la porte, au cas où. Mais chaque matin, il choisissait de rester, aimanté par cette famille de motards au cœur tendre. Il l'ignorait encore, mais son destin était désormais lié à ces personnes d'une façon qu'il n'aurait jamais pu anticiper. 2 semaines passèrent. Les mains de Léo s'étaient endurcies. Il s'était habitué à l'odeur de friture qui imprégnait ses vêtements. Sa chambre d'hôtel était devenue une sorte de refuge, il avait un peu d'argent de côté et, chose nouvelle, des visages s'illuminaient à son arrivée. Léo comprenait mieux le fonctionnement des loups d'acier. Stéphane, le vice-président, était le bras droit du chef. Le club comptait 32 membres, reconnaissables à leur gilet de cuir frappé d'un loup hurlant. Ils avaient beau être une bande de durs à cuire, leur sens de la fraternité était impressionnant. Si l'un d'eux avait un problème, les autres accouraient. Si une famille était dans le besoin, Sandrine organisait la solidarité. Les loups veillent les uns sur les autres, lui avait expliqué Stéphane. C'est ça, une famille. Famille. Le mot résonnait étrangement en Léo. La sienne n'existait plus. Sa mère, emportée par les médicaments. Un père aux abonnés absents. Un oncle qui ne connaissait que la violence. Sa seule famille tenait dans son sac à dos, le médaillon, le livre, le carnet de dessin. Chaque soir, il les disposait près de lui, comme des reliques. Chloé venait maintenant faire ses devoirs au bistrot après la classe. Un jour, elle lui tendit un dessin. « C'est toi, et ton loup gardien », expliqua-t-elle. Léo l'accrocha au mur de sa chambre. Sandrine était une observatrice avisée. « Tu es bien trop maigre », lui répétait-elle en lui servant des portions généreuses. Elle ne l'assaillait pas de questions. Au lieu de cela, elle lui transmettait, par petites touches, les codes d'une vie normale. Coudre un bouton, tendre ses draps, soutenir un regard. « Redresse-toi », lui disait-elle. « Tu n'as rien à te reprocher. » Mais la honte est une encre indélébile. Léo tressaillait encore au moindre mouvement inattendu. Il repérait systématiquement les issues de secours. Ses nuits étaient hantées par la figure de son oncle. Des cauchemars qui le laissaient en nage, le cœur au bord des lèvres. Stéphane l'avait bien vu. « La confiance, ça prend du temps à revenir », lui dit-il un soir. « Il m'a fallu des années, en rentrant d'OPEX. »« Qu'est-ce qui t'a aidé ?» demanda Léo. « Trouver des gens sur qui compter », répondit Stéphane. « Sandrine, le club. Tu trouves les tiens, et tu te reconstruis. » Léo voulait y croire de toutes ses forces. 29 nuits durant, il avait dormi chaussé, prêt à déguerpir. La 30e,
il se déchaussa avant de se coucher. Un détail, mais un pas de géant pour lui. Septembre vira à l'octobre. Les arbres de Normandie prirent des teintes flamboyantes. Léo s'acheta un jean neuf et un sweatshirt épais. Il logeait toujours à l'hôtel, mais ses journées se prolongeaient de plus en plus souvent à la maison de campagne de Stéphane et Sandrine. Il aidait au jardin, jouait aux cartes avec Chloé, apprenait les secrets de la sauce bolognaise de Sandrine. « Tu n'as qu'à venir habiter chez nous », suggéra Chloé un soir. « Il y a une chambre d'amis. » Léo sentit le rouge lui monter aux joues. L'invitation était trop audacieuse, trop généreuse. « Je suis bien à l'hôtel », balbutia-t-il. Mais sur le chemin du retour, cette nuit-là, sous la voûte céleste, Léo se laissa aller à rêver. Une vraie maison. Des gens qui s'inquiètent pour vous. Un port d'attache. L'idée était aussi exaltante qu'angoissante. Le vendredi soir suivant, le bistrot était noir de monde. Le froid avait poussé tous les loups d'acier et d'autres motards à se réfugier à l'intérieur. L'atmosphère était enfumée et bruyante. Léo s'activait, jonglant entre les tables et la plonge. De la cuisine, il apercevait Stéphane, Sandrine et Chloé à leur table. Chloé montrait fièrement une bonne note à son père. Vers 21h, Léo sortit vider les poubelles. Le contraste entre la chaleur étouffante de la cuisine et l'air glacial de la nuit était saisissant. C'est là qu'il la vit. Une berline sombre, aux vitres opaques, qui rôdait sur le parking. Son manège avait quelque chose de suspect. Elle fit un premier passage, lentement, puis un second, encore plus doucement. Léo sentit un frisson désagréable parcourir son échine. Il rentra précipitamment, se sentant plus en sécurité au milieu du vacarme du bistrot. Il tenta de se raisonner, mais son instinct restait en alerte. 1 heure plus tard, la voiture réapparut. Cette fois, elle pénétra dans le parking. Ses phares balayèrent les rangées de motos. Sa progression était lente, calculée. Le cœur de Léo se mit à battre plus fort. Quelque chose clochait. Son regard se porta sur la table de Stéphane. Chloé s'était approchée de la porte pour montrer son dessin à un vieux motard. Sandrine sortait des toilettes et se dirigeait vers elle. Stéphane, lui, était au bar, de dos. À travers la vitre, Léo vit la voiture s'immobiliser. Une portière s'ouvrit. Un reflet métallique. Une arme à feu. L'instinct prit le dessus. À terre, un flingue. Hurla-t-il en fonçant vers Chloé. Au même moment, la première détonation retentit et la vitre vola en éclats. Ce fut le chaos. Des cris, des chaises qui tombent. La musique qui continue, indifférente au drame qui se joue. Pour Léo, la scène se déroula au ralenti. Stéphane qui se jette derrière le comptoir. Sandrine qui court vers sa fille, le visage déformé par la panique. Le vieux motard qui s'écroule, le bras en sang. Et Chloé, pétrifiée, son dessin s'échappant de ses doigts. Il n'était plus qu'à quelques mètres. Une autre balle se ficha dans le montant de la porte, juste à côté de la tête de Chloé. Il plongea, enroulant ses bras autour de la fillette, entraînant Sandrine dans sa chute. Ils atterrirent tous les trois derrière une lourde table en chêne. D'autres balles perforèrent les murs. La pluie de verre et le bruit assourdissant des tirs créaient une ambiance de fin du monde. L'odeur de poudre piquait la gorge. Léo se fit bouclier, protégeant de son corps Sandrine et Chloé. Puis il sentit la douleur. Une brûlure fulgurante à l'épaule. Une autre, tout aussi vive, au flanc. Une sensation de chaleur humide envahit son dos. Son t-shirt, celui que Sandrine lui avait offert. Il pensa avec regret qu'il était fichu. Reste au sol, souffla-t-il à Chloé, qui sanglotait contre lui. Il sentait les battements affolés de son petit cœur. Sandrine les serrait, tremblante. La fusillade dura une vingtaine de secondes, une éternité. Puis le crissement de pneus d'une voiture qui s'enfuit. Le silence, soudain. Et les cris qui reprennent. Chloé. Sandrine. La voix de Stéphane, chargée d'angoisse, le sortit de sa torpeur. Il était à genoux près d'eux. Ça va? Oui, répondit Sandrine, la voix étranglée. C'est Léo, il nous a sauvés. C'est là qu'ils virent le sang. Une marque qui s'étendait sous Léo. Son visage était exsangue.
Ses paupières, lourdes. Le gamin il a pris les balles pour elle, laissa tomber Stéphane, la voix brisée. Sans lui, elle serait morte. On souleva Léo. La douleur était si intense qu'il faillit perdre connaissance. Il entendit vaguement Stéphane hurler d'appeler le 112. Il sentit Sandrine qui comprimait ses plaies. Son parfum se mêlait à l'odeur du sang. « Accroche-toi, Léo » répétait-elle. Les secours arrivent. Puis le son des sirènes, de plus en plus proches. Les gyrophares qui balayaient la scène. Des uniformes, des gestes rapides, précis. Léo grelottait. On lui mit un masque à oxygène. On déchira son t-shirt. La douleur était devenue un océan dans lequel il se noyait. La tension chute, dit une voix. Faut l'évacuer d'urgence. Sur un brancard, il vit le ciel étoilé. Comme cette nuit où sa mère lui avait appris à reconnaître la grande ours. Stéphane était près de l'ambulance, Chloé blottit contre lui. « T'as intérêt à t'accrocher, gamin » lança-t-il. « Tu m'entends » Puis les portes se refermèrent. Le trajet fut un brouillard de douleurs, de bips de machines, de voix qui s'agitaient. Léo luttait pour ne pas sombrer. Multiples impacts par balles, épaules et flancs. Hémorragie interne. Arrivé dans 3 minutes. L'hôpital. Des lumières aveuglantes, un tourbillon de blouse blanche. On lui coupa son jean neuf. Il aurait voulu protester, mais aucun son ne sortait. On le perd, entendit-il. Bloc opératoire, vite. Et puis le noir total. Dehors, Stéphane faisait les 100 pas dans la salle d'attente. Sandrine, assise, berçait Chloé endormie. Les loups d'acier avaient investi les lieux. Bientôt, d'autres motards affluèrent, alertés par téléphone. Un gamin des rues avait sauvé la famille du VP des loups d'acier. La nouvelle fit le tour du milieu. À minuit, le parking de l'hôpital était plein. À l'aube, on comptait des centaines de motos. Le personnel n'en revenait pas. Des clubs ennemis, d'habitude prêts à s'entretuer, attendaient là, ensemble. Des Harley-Davidson, des Indians, des Triumph, des Honda. Une trêve sacrée. Jamais vu ça, confia une infirmière. Il doit y en avoir 1 millier. Au bloc, la bataille pour la vie de Léo dura 6 heures. Il avait perdu énormément de sang. Son cœur avait lâché 2 fois. C'est un battant, votre garçon, annonça le chirurgien. Il a franchi le cap de l'opération. Les prochaines 48 heures seront cruciales. Ce n'est pas notre garçon, murmura Sandrine, les yeux embués. Mais il pourrait le devenir. Quand Léo émergea, ce fut dans un univers de blancheur et de bips réguliers. Son corps était endolori, lourd. La douleur était là, mais sourde, maîtrisée. Il vit Stéphane, endormi sur une chaise, son gilet de cuir taché de sang. Son sang. Les images de la fusillade lui revinrent. La voiture, l'arme, Chloé, la douleur. Stéphane, sa voix n'était qu'un souffle. Stéphane se réveilla en sursaut. Un immense sourire fendit son visage. « Te revoilà, toi, dit-il, appelant l'infirmière. Il est réveillé. Une infirmière entra. Alors, on a fini sa sieste ? Dit-elle gentiment. 3 jours que vous dormez. Vous nous avez fait une belle peur. Sandrine arriva, les traits tirés mais le regard soulagé. Léo merci, mon Dieu. Chloé ? Demanda-t-il. Elle est saine et sauve. Grâce à toi. Les larmes de Sandrine se mirent à couler. Tu nous as sauvé la vie. L'infirmière lui donna des glaçons. Vous êtes une star, vous savez ? Dit-elle en montrant la fenêtre. Stéphane l'aida à se redresser. Le spectacle était incroyable. Le parking était une mer de chrome et de cuir. Des centaines, peut-être 1 millier de motards, campaient là. Ils n'ont pas bougé depuis 3 jours, expliqua l'infirmière, admirative. Pour moi ? S'étonna Léo. Stéphane confirma. T'as sauvé la famille d'un loup d'acier. La nouvelle a fait le tour. Tous les clubs ont envoyé des représentants. Même nos pires ennemis sont là. Léo sentit une émotion nouvelle l'envahir.
Une chaleur qui n'avait rien à voir avec la douleur. Le verdict du médecin tomba, 2 semaines d'hôpital minimum. La convalescence serait longue. Chaque jour, Stéphane et Sandrine étaient là. Chloé lui apportait des dessins. Les loups d'acier se relayaient à son chevet. Ils lui racontaient leur vie, leurs galères, leurs joies. Léo buvait leurs paroles. Et les tireurs? Demanda-t-il un jour à Stéphane. Le visage de ce dernier se ferma. Des concurrents qui voulaient marquer leur territoire. C'est réglé. N'y pense plus. La gendarmerie vint l'interroger. D'abord sur la fusillade, puis sur son histoire personnelle. Votre oncle a signalé votre disparition, informa un des gendarmes. Le sang de Léo se glaça. Stéphane s'interposa. C'est faux, dit-il calmement mais fermement. Cet homme le battait. Il n'a jamais rien signalé. Il ne s'intéresse à lui que pour les aides sociales. La procédure veut que l'aide sociale à l'enfance soit saisie, insista le gendarme. Sandrine prit la parole. Nous avons entamé les démarches pour devenir sa famille d'accueil. Nous avons tout ce qu'il faut pour l'élever. Il aura bientôt 18 ans. Laissez-le finir de grandir en paix. 2 semaines plus tard, Léo était sur pied. Le jour de sa sortie, Stéphane lui apporta des vêtements neufs et une veste en cuir. Sur la manche, un écusson, un louveteau courant au sein de la meute. Le club a voté, expliqua Stéphane. Tu seras aspirant à tes 18 ans. En attendant, tu es de la famille. Famille. Le mot avait enfin un sens. En sortant, sous le soleil d'octobre, il fut accueilli par les acclamations de près de 200 motards qui l'attendaient encore. Prêt à rentrer à la maison? Demanda Sandrine. Maison. Un autre mot qui prenait une nouvelle dimension. Chloé lui sauta au cou. J'ai tout gardé, ton livre, ton médaillon, tes dessins. C'est dans ta chambre. Stéphane l'installa à l'arrière de sa moto. Le moteur vrombit. En quittant l'hôpital, un cortège de motos se forma derrière eux. Le vent sur son visage, le soleil dans son dos, Léo serra la taille de Stéphane. Il n'était plus un fugueur, une ombre. Il était vivant, visible, et il avait enfin trouvé sa meute.